Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Relevé de compteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des pygmées Aka, une population semi-nomade d'Afrique centrale, vivant principalement dans une zone frontalière entre la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. Il s'agit d'un peuple de chasseurs-cueilleurs, entretenant des relations de commerce avec des villages de grands noirs, comme ils les appellent. Les pygmées Aka vivent dans la forêt équatoriale, milieu qu'ils ont parfaitement dompté. Ils sont d'ailleurs surnommés les maîtres de la forêt. Ils connaissent chaque strate de la végétation, chaque environnement, marécage, trouée, forêt secondaire, chaque plante ainsi que ses méfaits et ses bienfaits. Ils sont d'excellents pisteurs. Bref, quitte à vous installer un jour dans une forêt équatoriale, autant être en compagnie de pygmées Aka. Vous survivrez à coup sûr. Sans compter que vous pourrez apprécier leurs traditions orales, contes et histoires, musique polyphonique complexe, chants, etc., qui sont classés au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2003. Et peut-être aussi découvrirez-vous 2-3 choses sur le partage des tâches et l'allaitement par les hommes. Et oui, la culture Aka est très riche et je vous propose de la découvrir ici. Et de commencer en musique, par une musique vocale polyphonique, Aka. Les pygmées Aka sont donc un peuple semi-nomade, c'est-à-dire qu'ils déplacent leur campement, mais jamais très loin du village avec lequel ils sont en relation. Un village d'une autre tribu. Les déplacements se font suite à un décès ou lorsque la nourriture se fait trop rare. L'accès à la nourriture conditionne non seulement les déplacements, mais aussi la taille du campement. Trop grand, le groupe viendrait rapidement à bout des ressources. Trop petit, il serait à la merci d'un accident ou de la défaillance d'un chasseur.
Le groupe doit donc avoir la taille idéale pour réussir à survivre avec la nourriture présente. Leur campement est généralement constitué de huttes hémisphériques mises en place en quelques heures par les femmes du groupe. Pour cela, elles forment une charpente en enfonçant dans le sol des branches flexibles qu'elles entrecroisent, et elles recouvrent le tout de grandes feuilles imperméables et résistantes qui protègent contre les intempéries. Généralement, ces campements se trouvent donc à proximité d'un village sédentaire, un village de cultivateurs. En effet, les populations de ce village, arrivées plus tardivement dans la région, considèrent généralement la forêt comme un milieu hostile, et vont donc échanger des produits de leur récolte ou de leur industrie, objets en fer, sel, etc., contre des produits de la forêt, viande, chenilles ou plantes médicinales, que leur offriront les Aka en échange de ce qu'eux ont à offrir. On est donc dans une relation d'échange commercial entre les deux peuples. En effet, les pygmées Aka sont d'excellents chasseurs-cueilleurs. La chasse peut être solitaire pour le gibier de taille moyenne. Elle est alors principalement masculine. Les Aka utilisent des pièges, des saguets, des arcs, une arbalète, plus rarement un fusil, qui est plutôt l'apanage des peuples sédentaires. Pour les gibiers rapides et agiles comme les singes et les oiseaux, on va utiliser les flèches empoisonnées pour les arrêter en plein vol. Et pour le gros gibier, on va passer à la chasse collective. Femmes et enfants y participent avec les hommes. D'ailleurs, femmes et enfants chassent régulièrement le petit gibier. Lorsqu'un gros gibier est abattu, la tribu n'est pas assez grande pour manger l'intégralité de la viande. Il va donc falloir la mettre en réserve. Et afin d'éviter la putréfaction, fréquente dans un milieu chaud et humide comme celui de l'Afrique centrale, la viande est boucanée. En fait, on la dépose sur des claies qui sont positionnées au-dessus de la fumée d'un feu, ce qui fait sécher la viande et lui permet d'être conservée longtemps, malgré le climat. En plus de la chasse, les pygmées Aka récoltent de nombreux végétaux. Des fruits, des feuilles, les moelles des branches, des racines, etc., mais aussi des champignons, des insectes, des chenilles, des crabes, des coquillages. Et cette tâche va principalement incomber aux femmes. Les hommes vont cependant y contribuer, notamment lors des chasses. Ils vont récolter ce qu'ils vont croiser. Un aliment très apprécié des pygmées Aka est le miel. Et là, la récolte est strictement masculine. L'homme va devoir grimper très haut dans les arbres pour atteindre les ruches des abeilles sauvages. Et je vais d'ailleurs vous lire un conte faisant référence à la récolte du miel, qui s'intitule « L'œil transformé en aide ». Tonzanga était parti en brousse. Il avait découvert un arbre qui était au bord de l'eau, et dans cet arbre, il y avait des nids d'abeilles avec du miel. Tout le miel du monde était là, sur cet arbre. Tonzanga décida d'aller récolter le miel. Il ramassa du bois mort et fit un grand feu, puis il alla couper des feuilles et les déposa par terre. Il enleva son œil et le posa sur les feuilles. Après quoi, il se mit à monter à l'arbre pour aller chercher le miel. Il dit à son œil : « Quand je serai arrivé là-haut, lève-toi, prends des tisons et apporte-les-moi. Tu me donneras le bois allumé pour que je puisse faire de la fumée, chasser les abeilles et récolter le miel. » L'œil lui répondit : « C'est d'accord. » Lorsque Tonzanga arriva à l'endroit où étaient les nids d'abeilles, il appela son œil : « Des os !» Son œil répondit : « Oui !» Il lui dit : « Apporte-moi du feu, je suis ici en haut. » Aussitôt son œil lui apporta du feu pour qu'il fasse sortir les abeilles et se protège. Puis Tonzanga commença à creuser le nid pour récolter le miel. Il demanda à son œil de lui faire passer le panier à miel. Son œil fit très bien tout ce qu'il lui commandait. Il était toujours prêt pour lui envoyer le panier et recueillir tout le miel que Tonzanga faisait redescendre. Si le miel tombait à côté, son œil allait le ramasser. Il recueillait tout ce qui était tombé à côté, le rassemblait et le rapportait pour le mettre avec le reste. L'œil de Tonzanga était très habile. Grâce à lui, Tonzanga réussit à ramasser beaucoup de miel. La récolte était bonne. Et quand il récoltait le miel de tous les nids de l'arbre, Tonzanga redescendit. Il alla à l'endroit où il avait déposé son œil sur les feuilles, le prit et le remit. Or, tout près de lui, Tolé s'était caché. Il voyait tout ce qui se passait. Tout à coup, il surgit et dit à Tonzanga : « Mon oncle, d'habitude, c'est vous qui m'imitez. C'est vous qui faites tout ce que je fais dans ce monde. Pourquoi cette fois-ci faites-vous quelque chose que je ne vous ai pas montré ? Est-ce que vous n'allez plus faire uniquement ce que je vous montre ? Qui vous a montré comment enlever votre œil pour le transformer en aide ? » Et il continua plus bas, pour lui-même. « Moi aussi, un jour, je vais essayer de faire la même chose. Je vais enlever mon œil et je le transformerai en aide. » Tonzanga donna une bonne partie de son miel à Tolé et repartit.
2 jours après, Tolé découvrit un arbre dans lequel il y avait aussi beaucoup de nids d'abeilles. Il y avait beaucoup de miel. Cet arbre était au milieu de l'eau. Alors, Tolé repensa à Tanzanga. Il voulut imiter sa façon de faire. Il se mit à parler tout seul. Il se dit « Demain, moi aussi j'irai recueillir du miel et je me ferai aider par mon œil. » Le matin, de très bonne heure, il partit. Tanzanga le vit partir et pensa aussitôt « Ce type-là, il part avec sa hache sur l'épaule. Il m'a vu hier enlever mon œil, il va certainement vouloir m'imiter. » Tolé arriva au bord de l'eau, près de l'endroit où il avait vu l'arbre à miel. Il enleva son œil, alla couper des feuilles, les disposa sur le sol et posa son œil dessus. Puis il prépara un grand feu. Tanzanga le suivait de près et voyait tout ce qu'il faisait. Puis Tolé monta à l'arbre et arrivé tout en haut, il appela son œil. Son œil ne répondit pas. Tolé se mit à chanter une chanson pour son œil. « Dizo, apporte-moi le feu. » Son œil ne répondit pas. Tolé l'appela encore, mais son œil ne répondit pas. Alors Tolé continua à chanter. « Dizo, apporte-moi le feu. » Une fois encore, il appela son œil, et son œil ne répondit pas. Il recommença à chanter « Dizo, apporte-moi le feu. » Tolé avait appelé plusieurs fois son œil pour qu'il lui apporte le feu, mais en vain. Son œil ne pouvait pas lui apporter du feu. Par terre, les fourmis l'avaient trouvé, et maintenant, elles le recouvraient et le tiraient pour l'emporter sous les feuilles mortes. Tolé, qui avait appelé plusieurs fois son œil et avait attendu en vain, commença à souffrir. Son orbite vide lui faisait mal. Il se mit à gémir et finalement se décida à redescendre de l'arbre. Lorsqu'il toucha le sol, il voulut ouvrir son autre œil pour aller chercher son œil par terre. Mais il n'y réussit pas. Il appela son œil, mais son œil ne répondit pas. Les fourmis l'avaient tiré et l'avaient emporté sous les feuilles mortes. Tolé cherchait partout, en vain. Il n'y voyait pas. Il ne pouvait pas ouvrir son autre œil. Il appelait, mais son œil ne lui répondait pas. Il recommença alors à lui chanter une chanson. « Dizo, viens !» Alors qu'il était encore occupé à chercher son œil, Tanzanga apparut. Il vit Tolé et lui demanda « Mon oncle, pourquoi as-tu fait comme moi? Les choses que tu ne connais pas, il ne faut pas les imiter bêtement. Si je n'étais pas venu, si je n'étais pas là maintenant, qu'est-ce que tu serais devenu ?» Tanzanga partit à la recherche de l'œil de Tolé et finit par le trouver. Il le prit, enleva les fourmis qui étaient dessus, alla le laver et le reposa sur les feuilles. Puis il enleva les fourmis qui commençaient à entrer dans l'orbite de Tolé. Il nettoya bien partout. Et enfin, il remit l'œil à sa place. Chaque fois qu'on entend le nom de Tolé dans une histoire, on sait qu'il veut toujours imiter les autres. Dès que quelqu'un fait quelque chose, il veut l'imiter. Mais il ne réussit jamais. La récolte du miel est donc une activité très importante chez les pygmées Aka. Elle est tellement importante qu'elle constitue un test pour le futur marié. En effet, avant le mariage, le jeune homme doit passer un certain temps chez ses beaux-parents et leur prouver ses aptitudes physiques, son habileté, sa capacité à observer son environnement, autant de qualités qui lui seront nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Et la récolte du miel est une excellente occasion de démontrer tous ses talents. En ce qui concerne le mariage d'ailleurs, les critères de sélection d'un époux Aka ne sont pas tout à fait les mêmes que par chez nous. Un jeune homme désirant se marier devra bien évidemment se faire beau pour séduire la jeune fille de ses rêves. Ce qui, chez les Aka, consiste à se faire limer les dents en pointe. Et évidemment, pendant toute l'opération, il faut éviter de gémir et de se tortiller. Sinon, le résultat est plutôt raté. Et le pauvre jeune homme aura souffert en vain et ne parviendra pas à trouver une épouse. Je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire du crocodile et du python qui fait référence à ces dents pointues que l'on retrouve chez les Aka. Alors en fait, voilà, on a un crocodile, Kokele, et un python, Nguma. Bon, tous les deux, ils sont en âge de se marier, ils ont envie de trouver une épouse. Alors, comme tous les jeunes gens de leur âge, ils vont se faire limer les dents. Mais il faut bien avouer que de se faire tailler les dents comme ça fait mal. Le python Nguma, lui, il résiste bravement. Il ne bouge pas
d'un point. Il ne fait pas le moindre son, pas le moindre gémissement. Et lorsque l'opération est terminée, il a un sourire à tomber par terre. D'ailleurs, c'est bien simple, il arrive dans le village, les 5 premières filles qu'il croise sont tout de suite folles de lui et veulent l'épouser. Ngouma est ravi, il n'a que l'embarras du choix. Le crocodile, lui, Kokélé, il n'a pas arrêté de s'agiter sous la douleur. Il s'est dandiné dans tous les sens, il a gémi, il s'est tortillé, tant et si bien que la personne qui lui limait les dents, les coups de lime, ils n'ont pas été très précis, et il a des dents totalement irrégulières, des grandes, des petites, des pointues, des presque carrées. C'est une véritable catastrophe. Il a un sourire. Horrible. Mais horrible. Massif, sans élégance, c'est terrible. Ce qui fait que quand il arrive dans le village à côté de Ngouma, toutes les jeunes filles, elles n'ont Dieu que pour Ngouma. Les 5 premières, je vous l'ai dit, elles veulent l'épouser Ngouma. Aucune ne prête attention à Kokélé. Il est carrément repoussant. Alors Kokélé, lui, il est vexé. Il est horriblement vexé. Il est tellement vexé qu'il décide de quitter le village, Kokélé. Et il marche à travers la forêt jusqu'à trouver le plus profond marécage qu'il peut. Et là, le crocodile Kokélé s'est caché au fond du marécage et il n'en est plus jamais ressorti. Et oui, les mœurs du mariage sont différentes d'une culture à l'autre, il n'y a pas à dire. Messieurs, si jamais vous voulez essayer les dents taillées en pointe, je suis sûre que vous trouverez quelqu'un motivé pour vous aider. En fait, dans le mariage, il n'y a pas que les critères de physique qui vont changer entre les Akats et notre culture. Chez les Akats, en fait, les liens matrimoniaux sont très forts et les tâches sont partagées. Qu'il s'agisse de la chasse ou de la cuisine, des activités sociales ou des loisirs, ou même de l'éducation des enfants. Une étude sociologique a d'ailleurs élu les pères Akats meilleurs pères du monde. En effet, les pères Akats sont ceux qui passent le plus de temps en contact étroit avec leurs enfants parmi les différentes sociétés. Et ils sont ainsi considérés comme étant meilleurs pères. En fait, ils passent tellement de temps avec les enfants qu'ils vont s'occuper énormément des bébés. Et notamment lorsque la mère est absente et que le bébé réclame à manger. Ils vont leur donner le sein afin de les calmer. L'une des rares tribus au monde où le père allaite presque l'enfant. Alors évidemment, il s'agit de données statistiques moyennes. Et je n'ai aucun doute quant au fait que nombre de pères par chez nous sont très proches de leurs enfants et passent énormément de temps avec eux et partagent les tâches avec leurs femmes eux aussi. Même si j'avoue que pour ce qui est de donner le sein, j'ai quelques doutes quant au fait que cela se pratique beaucoup par chez nous. En fait, les Akats vont avoir des histoires plutôt amusantes en ce qui concerne les enfants et la vie de famille. Et notamment, je vais vous en raconter une qui m'a bien fait rire. Et qui m'a fait penser à 2 de mes collègues, jeunes mamans, qui eux appellent leur bébé leur petite crotte. Et bien maintenant, je sais d'où ça vient. Et donc, l'histoire s'appelle La crotte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti pour demander une jeune fille en mariage. On y revient. Il est donc parti pour aller dans le campement de la jeune fille, histoire de faire sa demande en bonne et due forme devant ses beaux-parents et de passer la période probatoire auprès d'eux. Quand, évidemment, en cours de route, il a besoin de se soulager. Le jeune homme, connaissant bien la forêt, va s'éclipser dans un petit coin discret où se trouvent nombre de lianes. Il s'installe sur l'une d'entre elles, fait ses besoins et repart tranquillement. Mais au bout d'un moment, en fait, il s'aperçoit que la crotte qu'il avait faite s'est transformée en enfant et est en train de le suivre. L'enfant s'appelait Ebenga et il le suivait tout le temps. Et évidemment, comme c'était une crotte devenue enfant, il était en plus entouré d'un nuage de mouches bourdonnantes. Et l'enfant le suivait. N'importe quelle route qu'il prenne, l'enfant était derrière lui. Ebenga ne le lâchait pas. Il était tout près de lui et il lui chantait « Il faut que tu m'attendes parce que je dois t'accompagner pour aller voir ta femme, moi aussi. » Arrivé au campement de sa belle famille, le jeune homme était toujours suivi par sa petite crotte, Ebenga. Il a été accueilli quand même, et on lui a donné une place. Puis au bout d'un moment, quand même, on lui a posé la question « Mais tu es venu avec un enfant ?»« Non, bon du tout, je suis venu seul, complètement seul, vraiment, c'est pas tout seul. » Et pourtant, tout le monde avait bien remarqué que où qu'il aille, quoi qu'il fasse, même assis à table, il y avait un enfant derrière lui, entouré d'un nuage de mouches, qui ne le lâchait pas d'une semelle, qui ne le quittait pas, qui se suivait le moindre de ses déplacements. Même le soir, quand il a été dans la case de sa nouvelle petite amie, l'enfant était là, avec les mouches. Impossible de se débarrasser d'Ebenga. Le matin,
De très bonne heure, le village a continué de mener sa petite vie habituelle. Tout le monde, toutes les femmes du campement ont été à la rivière. Elles ont construit un barrage. Ainsi, elles bloquent l'eau. Et lorsque le bras qui a été asséché par le barrage est asséché, elles peuvent récupérer tous les poissons qui sont dedans. Et c'était une zone très très riche en poissons. Donc elles ont récupéré plein de poissons. Tellement de poissons qu'elles n'avaient plus de bras pour attraper le menu fretin. Alors elles ont appelé Ebenga, viens nous aider, viens récupérer le menu fretin pour nous. Ebenga est arrivé, toujours entouré de son nuage de mouches. Et il est descendu dans le bras de la rivière et il a récupéré tout le menu fretin. Mais à ce moment-là, les femmes ont enlevé le barrage. Et là, l'eau s'est déversée dans son lit. Rapide, forte, emportant avec elle Ebenga. Et Ebenga est parti, emporté au loin dans le lit de la rivière. Et le courant l'a transporté longtemps, tellement longtemps qu'Ebenga s'est transformée en tortue. Une tortue qui sent particulièrement mauvais et que l'on nomme Elenge. Chez les Pygmées Aka, la tradition orale passe donc par les histoires, comme je viens de vous en raconter, mais elle va aussi passer par la musique. La musique est omniprésente chez eux, qu'elle soit vocale ou instrumentale, elle accompagne chaque instant du quotidien, elle accompagne les fêtes et les événements. Du fait de leur semi-nomadisme, les Aka ont peu d'instruments. Tambour en bois, une membrane, harpe, sitar, généralement de petits instruments faciles à transporter. La musique va donc beaucoup passer par la voix. Et la musique vocale Aka est une polyphonie très particulière. En fait, ils utilisent la technique du yodel, le chant tyrolien. C'est la même technique, transposée en Afrique. C'est donc un élément très important de leur musique. Ça va consister en fait à passer très rapidement d'une voix de corps, relativement grave, à une voix de tête bien plus aiguë. L'impression acoustique qui se dégage à l'écoute est celle d'un tissu sonore composé de plusieurs trames de timbres différents. Et je vous propose ici de découvrir une musique vocale des Pygmées Aka, accompagnée de quelques instruments.
C'était donc une musique vocale des Pygmées Aka, et ces musiques sont bien souvent accompagnées de danses lors de certaines occasions. Et vous pouvez facilement découvrir ces danses en fait sur certains sites internet qui passent des vidéos et dont je tairai le nom. Mais voilà, il suffit de taper Pygmées Aka, chant, danse ou musique et vous trouverez très facilement des exemples de ce qui se fait chez les Pygmées Aka. Voilà, donc bien que nomades, en fait, les Pygmées Aka ne s'éloignent donc jamais trop des villages sédentaires avec lesquels ils pratiquent des échanges. Ils vont même aller participer aux travaux des champs dans ces villages afin de recevoir parfois des produits cultivés. Les hommes vont abattre les grands arbres, nettoyer les terrains pour l'installation des cultures, pendant que les femmes vont planter les cultures vivrières, bananiers, manioc ou taro. Et ensuite, ils auront donc le produit de la récolte, en partie. Bien qu'ils soient généralement laissés tranquilles, les Pygmées Aka souffrent quand même de la mondialisation et de la surexploitation de la forêt. En effet, les forêts millénaires sont surexploitées, rasées, transformées en routes ou en territoires agricoles. L'aire géographique diminuant, le gibier se fait de plus en plus rare. Les gouvernements souhaitent sédentariser les populations semi-nomades, et pour certains groupes d'ailleurs, cela a déjà été fait. La sédentarisation en lisière de forêt ou à proximité des routes et des villages transforme radicalement la vie des Pygmées Aka. Cela est perceptible dans les contes. On voit apparaître des repères de temps, comme le jour ou l'heure, ce qui n'existait pas auparavant, des repères de lieux précis que l'on ne retrouvait pas à l'époque, des contes qui se déroulent uniquement dans la forêt, des références à l'argent ou à un chef, autant de notions qui n'existent pas chez les Pygmées Aka. Le mode de vie millénaire de ces individus est donc en péril, et c'est une immense richesse culturelle qui risque de disparaître au profit de l'exploitation des bois précieux, de l'extraction des diamants ou du tourisme. Si vous souhaitez en découvrir plus au sujet des Pygmées Aka, je vous invite à vous plonger dans le recueil Contes et histoires pygmées de la collection Aux origines du monde, chez Fliss France. Un très bel ouvrage qui est une mine d'informations sur la culture Aka et surtout dans laquelle vous trouverez foison d'histoires, toutes plus étranges et déroutantes les unes que les autres. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouverai donc en février pour un nouveau numéro de Relevé de compteur.